Bonjour à tous. Bravo Gaëlle, je ne sais pas où tu es, tu es là pour ce beau moment de joie et de beauté. Gaëlle suit le Conservatoire de Liège et si ça vous intéresse, oui, on peut l'applaudir. Alors, un chapeau lui est réservé à l'entrée si vous désirez lui faire plaisir. Voilà, je vais parler de l'association un bref moment. L'association Seine et Femmes est une association de prévention qui organise cette soirée et s'investit pour toutes les maladies chroniques et de civilisation. J'insiste que l'association au sein des femmes prévention n'est pas focalisée sur le cancer du sein, mais sur la prévention de toutes les maladies chroniques et de civilisation. La prévention santé, c'est une alimentation saine, équilibrée, de l'exercice physique, être bien dans son corps et dans sa tête. C'est aussi le bonheur de tisser des liens sociaux dynamisants qui réchauffent le cœur. D'autres piliers fondamentaux comme la spiritualité, la vie intérieure, la mort, le rapport de l'homme avec le monde, la création font surgir des questions profondes que chacun de nous se pose et trouveront sans doute écho dans la parole de nos orateurs. La joie, la sérénité ne sont sûrement pas acquises face aux différents contextes dans lesquels nous vivons ces 3 dernières années. La vie sociale, les relations ont été bafouées. Les jeunes et nos aînés en ont beaucoup souffert et en souffrent encore. Des soignants ont été et sont encore poursuivis pour avoir soigné et exprimé la réalité de la situation Covid. Ayons aussi une pensée pour notamment les soignants et les pompiers français qui ont refusé la vaccination Covid et qui, de ce fait, ont été suspendus. Ils sont des milliers, dont le docteur Louis Fouché, qui, depuis septembre 2021, n'ont aucun revenu, sans aide, sans droit au chômage. C'est ainsi que la généticienne Alexandra Henriot-Caude leur dédie les revenus de son livre, ainsi que le statisticien Pierre Chaillot. Vous trouverez ces livres chez la libraire qui expose dans le hall d'entrée, ainsi que les livres de Thomas d'Ansembourg et du docteur Louis Fouché. Quels sont donc ces chemins dont vont nous faire vivre nos 2 conférenciers de ce soir, afin de nous vivre en santé, lucides et soutenus, balisés par des forces de vie et de conscience éclairées? Peut-on être en joie par tant d'incertitudes? Éric Emmanuel Schmitt, dans le magazine de Biotempo du printemps, dit ceci: « La sérénité ne vient pas du fait de se maintenir dans l'ignorance du mal, de la douleur et de la souffrance, de se mettre à l'abri. Elle consiste à s'écarter du monde et de ses violences sans être capable de les percevoir, de les intégrer, de les ingérer et de rester confiant. Nous sommes invités à choisir d'une façon personnelle et individuelle, en pleine conscience et en toute lucidité. Moi, je pratique l'optimisme tragique. » Et aussi, le chaos est rempli d'espoir parce qu'il donne une renaissance, nous dit Colin Serrault. Nos conférenciers seront accompagnés de 2 modératrices exceptionnelles. Michel Dessonnet, psychologue et psychanalyste jungienne. Anne Gillet, rédactrice en chef du magazine Biotempo. Avant de terminer, je voudrais aussi vous rappeler, comme les newsletters vous en informent, que l'association Seine et Femmes Prévention organise des ateliers découvertes solidaires pour ses membres ou toute personne intéressée.
Nos thérapeutes s'investissent en toute solidarité pour faire connaître leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être pour accompagner tout un chacun. Nous organisons aussi un colloque le 14 octobre à Namur, ayant pour thème jeunesse et santé. En effet, beaucoup de jeunes ont souffert et souffrent toujours des contraintes sanitaires. Ils sont aussi actuellement la cible de l'OMS pour l'éducation à la sexualité. Tout cela appelle à une réflexion éducative et à une reprise en main des parents à prendre leurs responsabilités parentales. Le dernier livre de Thomas d'Assembourg peut en être un tremplin. Son titre, « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ?» Quant au docteur Louis Fouché, sa venue suscite bien des émois, voire des peurs chez certains. Et il sortira son prochain livre en septembre. Il vous en dira sans doute plus lui-même. Je vous souhaite une soirée en joie, en santé, en sachant qu'il y aura une brève pause dont le docteur Fouché vous parlera. Nous y relèverons pendant ce temps les cartons dans lesquels vous aurez posé vos questions. Et donc je vous remercie à vous, le public, d'être assidus à nos conférences, à nos colloques. Et je remercie aussi les labos qui nous sponsorisent, ainsi que nos bénévoles qui nous soutiennent avec cœur. Les labos sont normalement l'entrée. Tu les as vus? Voilà, alors bon, il est temps maintenant d'écouter nos orateurs ainsi que nos modératrices. Je vous demande d'éteindre vos GSM pour apprécier davantage cette soirée. Belle soirée à vous. Merci. Eh bien, à vous, dans la joie et le bonheur de partager cette... Pardon, je disais à vous, à Thomas d'Assembourg et à Louis Fouché, de partager ce plateau, bien sûr, et cette assemblée, et de partager la joie, nourrir la santé, mais quelle bonne idée. Et cela nous mène directement vers la question de ce qu'est la joie, et bien sûr la santé, mais aussi nourrir. De quel nourrissement s'agit-il? Eh bien, d'abord, merci à toute la salle d'être là. Merci à vous d'être là ce soir. Et merci au sein des femmes de nous inviter et de nous donner l'occasion de rencontrer Louis Fouché. Personnellement, je l'ai rencontré par Internet, comme beaucoup d'entre vous. Et quand j'ai entendu un jour qu'il me citait, je me suis dit, mon Dieu, on a pas mal de connivence. Déjà, je les sentais dans son propos. Mais en plus, quand j'ai appris qu'il s'était outillé en se formant lui-même à l'approche que j'enseigne depuis 30 ans, la connaissance de soi par la communication non violente, je me suis dit, tôt ou tard, nos cercles, nos orbites vont nous permettre de nous rencontrer. Donc, je salue cette initiative qui me permet de te rencontrer, Louis. Ouais. Pour moi aussi, c'est un honneur et une chance d'être là. Merci au sein des femmes, à Nelly, à toute l'équipe qu'il y a derrière, parce que pour permettre une soirée comme ça, bien sûr, il y a vous, mais il y a beaucoup de gens qui s'activent. Et c'est infiniment touchant pour moi de voir que des humains arrivent à se mettre ensemble et à œuvrer. Et à œuvrer en plus dans un but non économique. Tous les gens qui étaient à l'accueil ici étaient bénévoles. Donc je trouve ça toujours très touchant et j'ai une chance, je me sens privilégié de pouvoir être avec vous ce soir pour en plus échanger sur un sujet qui devrait nous remonter le moral, quoi. dans un moment un peu sombre. Et puis effectivement, j'ai eu la chance de découvrir la communication non violente grâce à Thomas. En l'écoutant moi aussi sur Internet et un livre audio qui s'appelait « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Et puis après que j'ai lu, et qui m'a conduit à essayer de comprendre plus avant ce que c'était que cette histoire, ce qu'avait écrit Marshall Rosenberg, et puis qu'est-ce qu'il y avait derrière quelque chose qui est bien plus qu'une technique relationnelle,
mais qui est une vraie introspection profonde et un vrai questionnement sur notre place dans le monde et comment est-ce qu'on a envie de la vivre. Est-ce qu'on a envie de la vivre en donnant des coups de boule à tout ce qui se passe à côté? Ça peut arriver. Hein. Ou est-ce que, non, il y a une sorte de diplomatie patiente à mettre en place, à tisser, à nourrir, pour arriver à vivre ensemble. Donc moi, c'est une chance et c'est un honneur de pouvoir être avec Thomas ce soir, parce que je le citais dans certaines de mes interventions publiques, notamment certains de ses jeux de mots, et le fait de ne pas être un convaincu, vous vous souvenez, qu'il n'y a personne qui a envie d'être un convaincu. Et voilà, donc pour moi, c'est un peu... là, c'est très joyeux d'être là ce soir. Et vous remarquez que je suis plus petit en vrai que... Ouais, je sais. Et merci. Tu veux dire un mot? Mais je pense que c'est Michel qui doit poser la première question, non? Ah bon, ben C'est voilà, ce qui est prévu. alors. Bon, d'accord, eh bien allons-y. Je pensais déjà qu'on parlait du nourrissement et aussi qu'on est nombreux à vous suivre, tous les deux, bien sûr. Et vous avez remis en question complètement votre vie professionnelle, votre carrière, chacun à votre façon. Alors, dans ce contexte, que veut dire la joie pour vous? Et comment lui faites-vous de la place dans cette métamorphose? Quel rôle a-t-elle joué? Honneur à l'invité. Tu joues à domicile, moi je viens du Sud. Ça n'a pas commencé par de la joie, mon changement de vie. Donc il y a les circonstances qui amènent à une transformation. Il y a la vraie vie qui vient avec trompette et fanfare pour dire tu dois changer ta vie. Ça peut s'appeler la maladie, hein. Ça peut s'appeler un deuil, ça peut s'appeler l'amour, ça peut s'appeler un enfant, ça peut s'appeler le Covid. Mais ça vient mettre le bazar. Et est-ce qu'on veut d'une existence bien programmée, où tout le logiciel, depuis la naissance jusqu'à la mort, est bien programmé jusqu'au bout, les boucles algorithmiques sont comme il faut? Moi, c'est possible. Tout est possible. Techniquement, c'est possible. Vous pouvez avoir une expérience utilisateur optimisée de la vie jusqu'à votre agonie. Et moi, le droit fil tracé, on en parlait tout à l'heure, c'est d'être réanimateur jusqu'à ma retraite, d'avoir une belle baraque, une piscine, un bon salaire. Et puis réanimateur, en plus, c'est assez joyeux parce que vous êtes le seigneur de l'hôpital. Vous claquez dans les doigts, il y a 5 infirmiers qui se jettent sur le patient. Vous claquez dans les doigts, vous avez un scanner, vous n'avez pas à remplir un petit bon. Vous claquez dans les doigts, vous mettez de la noradrénaline en route et pouf, la tension remonte. Donc il y a une sorte de griserie. De griserie d'un sentiment de puissance, une sorte d'ivresse. Mais la question, c'est quel sens ça a? Est-ce que ça a un sens? Et ça, il n'y a aucune technique qui permet de le faire, de réfléchir sur cette question-là. Il est plus facile de savoir ce qui est faisable que de savoir ce qui est souhaitable. Et dans cette histoire du Covid, c'est venu en pleine figure, me dire mais qu'est-ce que tu fais? À quoi tu donnes ton énergie? Qu'est-ce que tu nourris pour ta vie? Est-ce que tu restes dans ton coin et tu ranges ton frein, tu fais semblant de rien? Ou est-ce que tu acceptes la convocation? Est-ce que tu reçois l'appel? Et en fait, j'ai pas vraiment eu le choix. C'est-à-dire qu'à partir il y a eu un jour où j'ai craqué, et j'ai envoyé un mail à tout l'hôpital en disant mais il y a un problème, on peut en parler? Et il y a plein de gens qui m'ont répondu oui, bien sûr qu'il faut qu'on en parle. Et là, j'ai mis le doigt dans un engrenage qui l'a happé jusqu'à l'épaule et jusqu'à tout le corps en entier. Et est-ce que vous pouvez me rebeller? Ben non, parce que si je me rebellais, j'avais déjà la moitié du bras à bouffer par l'engrenage, il restait plus grand-chose et il n'y avait pas de retour en arrière. Et là, il y a le choix d'accepter le destin, de ce qui est en train de se passer. Les stoïciens, ils disent « non pareo sedacentur », ça veut dire « je ne me prémunis pas de ce qui est en train de se passer ». « Non pareo », je ne me protège pas. Vous savez, souvent on dit qui vis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Prépare la guerre. Ne te prépare pas, ne te prémunis pas, ne te mets pas des armures sur le dos.
Ascentur, ça vient d'Ascendere, c'est aller vers, au contraire, ascensionner. Dire, là, devant toi, il y a un obstacle certain. Appuie-toi dessus comme l'enfant qui apprend à marcher et qui va se prendre le coin de la table basse, bing, et rebing, et re-bing, avec tous les grands-parents qui font à chaque fois qu'ils se relèvent, et qui finit par se mettre debout dessus, poser sa main, et regarder le monde autour et se dire, ça y est, je commence à marcher. C'est magnifique tout ce qu'il y a à accomplir. Donc ben voilà, c'est ça un peu le Covid. Pour moi, la transition date d'il y a un peu plus longtemps, bientôt presque une trentaine d'années. Certains savent que j'étais avocat et puis consultant juridique pour un grand groupe. Et ce qui a été le déclencheur pour moi, c'est mon état d'ennui. Et j'étais très occupé la journée, donc je n'avais pas trop de temps d'y penser, même si j'aimais pas trop ce que j'étais en train de faire, plus trop ce que j'aimais en train de faire. Mais je rentrais à la maison et en dehors des sorties joyeuses avec les copains et les soirées où j'étais plutôt heureux de faire la fête et de festoyer, mon état auquel je revenais était un état de tristesse que je décodais comme une sorte de nostalgie. J'étais nostalgique de quelque chose qui avait été mieux avant ou ailleurs, sans arriver à nommer de quoi je parle. J'avais une sensation très, très souffrante, douloureuse, solitaire, d'être en exil comme en terre étrangère. Je ne suis pas chez moi. Je suis perdu en terre étrangère. Je ne fais pas ce que j'aime faire. Je ne suis pas moi-même. Je porte un masque. Je déguise ma grande sensibilité pour m'endurcir comme un juriste. Je fais semblant d'être dans les convenances alors que j'ai envie d'être rebelle et d'apporter du changement dans ce monde. Et donc, à force d'écouter cette petite voix, petit à petit, rien de magique là-dedans, mais l'inconfort, un peu comme ce que tu viens de partager, Louis, m'a permis de dire, mais quel serait le confort, je parle de confort intérieur, le bien-être. Et c'est ce qui m'a amené l'activité avec les jeunes de la Rive m'a vraiment fait pivoter à l'intérieur de moi-même. Je me suis rendu compte que j'ai du mal à comprendre la colère de l'autre tant que je ne comprends pas la mienne et que je ne m'autorise pas la mienne, trop gentil que j'étais. J'ai du mal à comprendre le dépit, la tristesse, la rage de l'autre si moi je ne suis jamais triste parce que tout va bien et que, enfin ça fait semblant que tout va bien bien sûr et que je n'écoute évidemment pas mes envies de rage et de tout foutre en l'air parce que je suis trop polissé et trop poli. Et donc, ça m'a amené en thérapie et c'est là que j'ai perçu qu'effectivement, prendre du champ sur l'inconscient et petit à petit connaître la vraie personne que je suis derrière le personnage construit que nous avons tous, mais qui peut nous étouffer, c'était une occasion de grande, grande joie. Je me réapproprie, je reviens à la maison. Je quitte de plus en plus et petit à petit toujours mon exil. Je rentre à la maison. À ça, j'ai eu la chance de rencontrer mon ami Guy Corneau, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est beaucoup venu en Belgique donner des conférences, et qui est jungien, qui apportait donc une dimension spirituelle tout à fait élargie, décloisonnée, tellement inspirante, moi qui avais grandi dans une tradition catho très pratiquante, qui m'avait donné les bases de l'éveil spirituel, et je la reconnais, et je la remercie, cette tradition. Toutefois, moi, à un moment, je m'y suis senti à l'étroit, j'avais besoin de ne plus être dans un nous autres, les chrétiens face à vous autres, les musulmans, vous autres, les bouddhistes. J'avais besoin d'un nous tous, tous les vivants, tous les passagers du vaisseau terrestre, vivants, autres que vivants, humains, autres qu'humains, une appartenance élargie. Et je ne trouvais pas ça dans la pratique telle que on me l'a montré. Peut-être que je pourrais apprendre autrement. Et donc la sensation de la joie avec l'ouverture spirituelle s'est fait de plus en plus claire. Une joie qui n'est plus dépendante des circonstances. Une joie que l'on porte en soi à travers les circonstances, parce que les circonstances, c'est bien l'enjeu de la question que tu viens de nous poser, sont souvent contraignantes et difficiles et parfois complètement décourageantes. Et c'est bien ça l'enjeu, comment nous pouvons travailler à jardiner une joie dans un espace du cœur infracassable, comme disait Christiane Singer. Quelque chose qui demeure à travers le fil de l'existence. Et je souhaiterais que chacun de nous puisse se donner l'occasion d'apprendre ça parce que des outils existent et il est temps de les faire connaître. Et certains qui connaissent mon travail savent que je souhaiterais que ces outils soient enseignés depuis la maternelle et que n'importe quel bambin qui va à l'école avec lire, écrire et calculer apprenne à savoir qui je suis, comment je me sens, qu'est-ce que ça dit de moi, quels sont mes talents, comment je peux les mettre au monde, au service de la vie collective, joyeusement, mais aussi qu'est-ce qui me peine, qu'est-ce qui me chagrine, qu'est-ce qui me rend en colère ou en rage et que j'ai besoin de comprendre avant que de faire payer mon dépit aux autres. C'est comme ça que j'ai développé la notion d'intériorité citoyenne, source de joie. Merci. Alors, une première question concrète, quand j'entends déjà
vos explications, vos changements de cap. En fait, vous êtes devenus aujourd'hui des boules d'oxygène pour beaucoup de gens. Et je pense que les gens qui sont dans cette salle ne diront pas le contraire. Alors, est-ce que être des petites boules d'oxygène, est-ce que c'est un déclencheur de joie pour vous? Est-ce que c'est un... merci pour l'image. Je ne me serais pas approprié cette image, mais puisque vous la servez comme ça, c'est vrai que je peux reconnaître que je voyage beaucoup, donner des conférences à gauche et à droite, et je rencontre énormément de personnes qui me serrent la main chaleureusement, veulent même faire un selfie avec moi. Je ne me serais jamais attendu à ce genre de choses, mais c'est plutôt joyeux et chaleureux, ou viennent faire signer un livre, ils veulent une dédicace. Je suis extrêmement touché de ça. Et je peux reconnaître qu'un témoignage sur 2 est « votre livre m'a sauvé la vie ». Et je n'en reviens pas. Je n'en reviens toujours pas. Mon livre est sorti il y a 22 ans. Je l'ai écrit comme un petit bouquin de pratique de la communication non violente pour les quelques personnes qui, à l'époque, allaient faire des stages et me disaient « Thomas, on a aimé ton stage, mais on voudrait un peu d'exemple pour pratiquer à la maison et nous rafraîchir la mémoire quand on est rentré dans nos habitudes. » Après le stage, qui bien sûr est toujours assez soutenant, mais après, il y a le quotidien, bien sûr. Et donc, j'ai fait mon livre dans cette perspective-là, sans imaginer qu'il puisse connaître d'abord le succès en français, mais également dans d'autres langues, et donc rencontrer, au fond, un enjeu sanitaire international. C'est que nous ne connaissons pas. Et donc, quand les gens me disent « je ne me connaissais pas, votre livre m'a donné des clés pour me connaître, me transformer, quitter une relation toxique, abandonner un job qui m'épuisait, sortir d'un harcèlement, guérir des blessures de deuil non soignées, etc. » Je me dis « c'est extraordinaire que la vie ait accepté de passer à travers ce petit être que je suis, pas très grand, juste un peu plus grand que Louis. » Et au bout de ces 2 doigts-ci ou 3 doigts-ci, écrire un livre qui a pu aider les gens. Donc effectivement, grande joie de recevoir ces témoignages et de savoir que le travail fait solitairement dans l'incubateur de mon cœur et de ma conscience permette de réchauffer quelques autres cœurs autour de moi. Je prends. Je ne perçois pas que puisse être une boule d'oxygène. Donc par contre, je perçois que puisse y avoir, que je puisse servir de prétexte à ce que des gens se réunissent et initient un travail d'autonomie. Et pour moi, il y a 2 éléments là très importants pour parler de la joie et de la question de la joie, qui sont d'abord la question du lien et ensuite la question de l'autonomie. Et vous allez dire, mais il y a comme une contradiction dans ce que tu dis, Louis. Tu parles d'autonomie d'un côté, et de l'autre côté, il faudrait être en lien. Oui, on est en permanence dans cette espèce de paradoxe que nous sommes nous, et dans plus grand. Et que c'est ce point d'articulation entre je, moi, et mon travail sur moi, et mon travail sur mes désirs, mes émotions, mes besoins fondamentaux, et ensuite sur les stratégies que je mets en action pour les satisfaire, et le faire que je mets en action, et puis le fait d'appartenir à plus grand. Et pour moi, il y a comme un désaccordage entre je et nous, dans ce point d'articulation, ce point d'assemblage, entre l'horizontalité du nous et la verticalité du je. Le désaccordage de ce point d'assemblage est la maladie. Il est l'endroit où il y a de la souffrance. Et là, dans ce qui nous est arrivé ces quelques dernières années, il est un endroit où il y a une énorme souffrance. Que d'un coup, c'est quoi ? Je suis seul, je suis fou. Il n'y a que moi qui pense qu'il y a un problème. Et effectivement, il y a comme une grande respiration, comme un soupir, en se disant, mais non, je ne suis pas seul, je ne suis pas fou. Et au fond, moi, ça a été mon rôle d'être la voix publique de plein de gens qui pensaient qu'ils étaient seuls. Seuls dans leur famille, seuls dans leur couple, parfois seuls avec leurs enfants, avec tous les gens qu'ils aimaient. D'un coup, il y avait comme une incompréhension, comme si des mondes se séparaient et n'arrivaient presque plus à se toucher. Et j'ai vu de très nombreux collectifs, parce que j'ai eu la chance de passer dans très nombreux collectifs au travers de la France, où les gens se sont retrouvés à la faveur de cette crise, après ce moment d'essolement initial, comme une espèce de perte du paradis perdu, tu en parlais un petit peu là, d'accouchement au monde. Vous savez, ce bébé qui arrive sur Terre et qui est assailli de sensations, quoi. La lumière, le froid, le chaud, l'air, il n'a même pas de mots, et il a tellement d'émotions, et il ne peut même pas les dire. Et tout de suite après, l'expérience du réconfort par sa maman.
Et pour moi, il y a à nouveau cette perte d'un paradis perdu. En fait, je ne fais plus partie de cette société qui rêve d'un monde automatique, néolibéral, mondialisé, transhumaniste, technophile, qui a servi le voisin et la nature. Alors de quoi je fais partie ? Et au fond, on a été quelques-uns à parler, à dire mais il y a peut-être autre chose dont on fait partie, et un fil rouge très profond de l'humanité où on peut se retrouver. Ce fil rouge, Thomas, tu en as parlé de nombreuses reprises, ça m'a beaucoup aidé, en disant mais qu'est-ce que je veux au fond ? Je veux défoncer ce système, non, je veux la joie, la paix, le partage, la bonne bouffe, la rigolade, boire un coup, l'étreinte, le jeu, la danse, le chant, la musique, la beauté. Et à partir du moment où je suis sur ce fil rouge-là, d'un coup, tout s'apaise et je peux être moi, faisant partie de plus grand. Merci beaucoup parce que vous nous rendez témoins de choses très, très justes et très personnelles. Et je pense que ça va donner beaucoup d'espoir et de force à ceux qui sont juste au bord de ça et qui n'osent pas passer le cap. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Mais je retiens quand même 2 mots qui sont peut-être pas, qui font peut-être partie de l'ombre de tout ça, mais qui étaient des moteurs. L'incertitude. Tu as parlé de l'incertitude et tu as parlé de l'ennui. Et je me dis, mais l'incertitude n'est-elle pas là dès la première seconde de la vie ? Et effectivement, on nous mène dans un monde où tout doit être sûr et risque zéro. Et de l'autre côté, l'ennui, à quoi ça mène. Alors je me demandais, mais peut-être vous pouvez parler de ça, qu'est-ce que vous pourriez dire de plus aujourd'hui ? Vous êtes porteur d'un message, d'un espoir, d'un projet vraisemblablement. Et que pourriez-vous dire ? Est-ce que vous iriez plutôt... Qu'est-ce que vous pourriez dire de la santé ? Parce qu'on est aussi là pour en parler. Alors, dans la santé, j'imagine qu'il y a plusieurs volets et qu'il y a en tout cas un volet de la santé physique et de la santé psychique. Et voilà, sachant que les deux sont intimement liés. Peut-être un mot sur l'incertitude et l'ennui, le début de ta question, d'entrer dans l'acceptation de ces enjeux-là, de ne pas résister au moment d'incertitude et au moment d'ennui. Clairement, la vie est mouvement et changement, c'est la seule chose qui ne change pas, on le sait, c'est presque une boutade, et nous avons donc besoin d'être ouverts à ça. Et beaucoup de nos souffrances viennent de ce que nous sommes contractés, méfiants, en fermeture par rapport au changement et à ce qui advient. Contraction, fermeture, méfiance est un état qui s'imprime dans le corps et qui nous rend grande résistance. Et je pense que Louis, qui est médecin, pourra nous en dire plus, mais que c'est la cause de beaucoup de nos souffrances et de nos somatisations. De l'autre côté, ceux qui ont une pratique du corps le savent tous les matins. L'autre mouvement du corps, c'est expansion, ouverture, confiance. J'ai envie d'aller par là, ça fait sens. Allons-y tous ensemble, toutes les cellules comprises. Et nous avons besoin d'être à l'écoute du corps pour sentir ça. L'incertitude, la crispation par rapport à l'incertitude nous rend malheureux alors qu'elle fait partie de la vie. J'aime bien cette formule du sage Nisargadatta qui disait « Toujours l'inattendu arrive », alors que l'attendu pourrait ne jamais arriver. Alors à quoi je me prépare ? À de l'attendu en espérant qu'il soit là, et s'il n'est pas là, je suis complètement déstabilisé. Ou bien est-ce que je suis capable d'envisager que dans ma vie, de l'inattendu va venir tout balancer ? Et je suis ouvert à ça, disponible, parce que ma sécurité n'est plus mise dans l'extérieur, même si j'apprécie quand elle est mise à l'extérieur aussi, bien sûr, c'est confortable. Mais j'essaye de plus en plus, de nouveau, c'est un jardinage, ça ne se déclic, ça n'est pas un déclic, je mets ma sécurité à l'intime de moi, je la porte en moi, à travers le charivari de l'existence. Et donc j'intègre le processus d'incertitude. Et ce que j'observe, en tout cas dans mon existence, c'est qu'à partir du moment où j'accepte l'incertitude, ce qui arrive, c'est que des bonnes nouvelles. C'est des rencontres invraisemblables avec celui qui avait fondé Flics et Voyous à l'époque. Un flic qui lance une association pour les jeunes, qui avait été avocat avant. Son parcours m'intéresse. Je dis, moi, je ne suis pas dans le milieu flic, je vais jamais le rencontrer. On va faire un stage de parapente à quelques copains en Savoie. Il est dans le stage, je tombe sur lui. On devient copain, je m'occupe pendant 10 ans de son association avec lui. Ça fait pivoter ma vie, j'ai envie de m'occuper d'humains grâce à lui. On se rend compte que les enfants ont manqué de père.
de Père Repère, je tombe sur le bouquin de Guy Corneau, Père manquant, fils manqué. Waouh! Belle photo de Guy, qui est un beau garçon derrière. Je me dis, il est sympa, mais il est québécois, je ne le verrai jamais. Je le passe à mon ami fondateur de Flics et Voyous, et il le dévore en me disant, c'est passionnant ce bouquin, ça nous éclaire tellement sur le manque de père et l'importance du père repère. Eh bien, figure-toi que ton québécois, il vient faire des conférences à Bruxelles. Pas possible, hein. On va faire une conférence, on va faire un stage, je me lie d'amitié avec Guy, je deviens son assistant d'abord, puis collaborateur, et ainsi de suite. Même chose, Marshall Rosenberg, on apprend à parler de lui, il traverse le monde à travers l'univers, et puis un jour il vient en Belgique faire un stage, et on apprend que ce stage se passe à Rossignol, en Gaume, à 12 km de chez moi. C'est hallucinant, non? Toujours l'inattendu arrive. Nous avons besoin d'être ouverts à ça et de l'attirer. Il y a quand même comme une sorte d'appel d'air. Quand je suis prêt à l'inattendu, il arrive. Et ce n'est pas que des mauvais coups, hein. La vie nous veut du bien. La vie nous veut du bien. Ça fait 30 ans que j'accompagne les personnes à travers cycles et saisons de l'existence, en quête de sens, en quête de ce qui donne le goût de vie. Et bien sûr qu'il y a des épreuves, comme Louis, tu l'as rappelé, bien sûr, et elles sont assez souvent, je sais que ceci est presque inaudible pour les personnes qui seraient dans l'épreuve à cet instant. Je le sais pour avoir été dans l'épreuve moi-même, et je n'aurais pas voulu entendre ce que je vais vous dire. Toutefois, je sais que s'il y a des épreuves, souvent, c'est pour faire éclore notre coquille d'ego à un palier de conscience supérieur, et que nous atteignions de plus en plus cet état de joie intime, cet état de paix que l'on porte avec soi à travers les circonstances, voyez. Ce qui me permet de dire dans un de mes livres, si je ne suis pas heureux de ce qui m'arrive là dans l'instant, ça ne veut pas dire que ce qui m'arrive n'est pas heureux dans la perspective. L'incertitude. L'autre facteur, c'est l'ennui. Accepter des périodes d'ennui, ça peut être extrêmement fécond. Quand des enfants tournent sans arrêt de choses à faire en choses à faire, ils vont perdre le contact avec leur être profond, qui est capable de ne rien faire, de vaquer, de suivre la veine dans le marbre dans la salle des pas perdus de leur école, qui s'enchantent du départ d'un bourdon dans un arbre et puis qui part dans une rêverie parce que le bourdon est parti depuis longtemps, mais la rêverie demeure. C'est ça qui est un état fécond, qui permet tout d'un coup des intuitions extrêmement riches. Rappelez-vous Archimède dans son bain ou Newton sous son arbre. C'est des états de vacances qui permettent tout d'un coup des intuitions fulgurantes. Nous avons besoin de côtoyer des moments qui paraissent de l'ennui, mais qui sont souvent extrêmement féconds. Voilà, je vais laisser Louis pour ça. Merci beaucoup. C'est drôle parce qu'en vous écoutant parler, ça me fait penser que c'est exactement autour du bouquin que je viens de finir d'écrire. C'est pas pour faire de la pub ni rien, il n'est pas sorti, donc ça n'ayez aucune chance, il sortira qu'en septembre-octobre. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme quand on a une nouvelle Clio et que derrière on voit des Clio partout. Du coup, c'est pour ça. Mais au fond, sur cette histoire d'incertitude et d'ennui, pour moi, on est vraiment sur un nœud très très profond et très intéressant. Et je donnerai un autre éclairage, peut-être un autre axe. Je vous ai parlé de ce bébé qui vient au monde et qui a cette expérience de terreur très importante suite à la perte du paradis du ventre maternel et qui se retrouve inondé dans une sensation de frayeur absolue. On peut l'imaginer en tout cas. Et de l'autre côté, l'expérience de la réassurance immédiate par le câlin, l'étreinte et puis la douce voix de sa maman, qui pour moi forge deux moments que j'appelle des états modifiés de conscience. C'est la modélisation qu'on utilise en hypnose conversationnelle ericksonienne. C'est l'idée qu'au cours d'une journée, on a des états ordinaires de conscience, où on applique le programme habituel, et en gros, on est dans le conditionnement d'espèce. Si je fais tomber ce truc, on est tous d'accord que ça va tomber. Ça, c'est de l'état ordinaire de conscience. Et puis, il y a des moments d'état modifié de conscience, qui sont ce que Thomas a décrit, ces moments peut-être où on est un peu dans la lune, perdu dans un tableau, dans l'écoute d'une musique, de rêverie. Ça, c'est les états modifiés de conscience positifs. Puis il y a les états modifiés de conscience négatifs qui sont les énormes frayeurs, comme celle du nouveau-né, les peurs, les moments de souffrance très importantes. Les états modifiés de conscience négatifs et positifs sont les moments où se produisent les apprentissages profonds, où se produisent ce que j'appelle les reconcaténations de concepts, les reconcaténations logiques. Concaténer, c'est enchaîner ensemble. Deux concepts sont ensemble. Je fume, ça me détend. Si je me mets en état modifié de conscience positif avec un thérapeute, peut-être que fumer et se détendre n'ont plus à voir. Fumer va être reconcaténé avec vilain cancer et se détendre va être reconcaténé avec
respirer, faire de la méditation, faire du sport, être avec ma famille, être tranquille. Donc ces états modifiés de conscience, d'un côté, permettent les apprentissages profonds, et de l'autre côté, les états ordinaires de conscience permettent d'habiter le monde tel qu'il est. Et au fond, pour pouvoir aller arpenter l'incertitude, pour aller oser s'ouvrir à autre chose, il faut avoir un espace sécurisé quelque part. Certains appellent ça la safe place ou des choses comme ça. Pour moi, je reviens encore à mon histoire du bébé. La maman va créer des rituels, des répétitions. Le bercement, la parole, ne serait-ce que les mots, ne sont que des modulations de fréquence, répétées, répétées, répétées. Et en 2 ans, grâce à l'état modifié de conscience de la réassurance complète, l'enfant arrive à apprendre la langue maternelle. C'est un exploit absolument incroyable. Parce que c'est un espace de ritualisation qui permet d'être habité ensemble avec la maman. Et c'est un espace où on est bien, où on a construit comme une colonne vertébrale intérieure, qui nous permet d'explorer des dimensions subtiles. Et une fois que ça c'est stable, je peux faire l'aventure d'aller ailleurs. Dit autrement, parce que j'ai un attachement sécure, je peux oser arpenter le monde. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'ont pas d'attachement sécure, qui n'ont pas de ritualisation stabilisée pour habiter le monde, et qui donc ont peur de tout. Et toutes les incertitudes, tout ce qui pourrait survenir, Fouché qui devient à Bruxelles, oh là là, c'est terrible, c'est probablement dangereux. Ah bon? On parle de la joie. Et tout est dangereux. Et les gens, parfois, vont même aller friser la pathologie. On parle de santé, hein, je reboucle là-dessus. En forgeant des ritualisations toxiques. C'est l'histoire du TOC. Peut-être vous avez déjà entendu parler de cette maladie. Les troubles obsessionnels et compulsifs. Est-ce que j'ai fermé la porte? Ah, pas sûr. Je vais la refermer 7 fois. Il faut que je compte 7 fois. 7 fois. Mais je suis à 6,5 là. Je l'ai bien fermé? Je vais recommencer, c'est plus sûr. Allez, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et toute leur vie va être comme ça. Gel hydroalcoolique, masque, etc. Ils sont enfermés dans des tocs. Je caresse mon portable. Je caresse mon portable. Je caresse mon portable. On est en plein là-dedans. Vous les voyez, tous ces jeunes qui sont pris dans un monde extraordinairement anxiogène, où tout est dangereux. Peut-être demain, il n'y aura plus d'eau. Peut-être demain, le ciel nous tombera sur la tête. Peut-être qu'il n'y aura plus rien qui pousse. Peut-être qu'on va tous mourir. On va tous mourir. Vous êtes au courant, hein? Ouais. Et ils se retrouvent finalement enfermés dans un monde numérique entièrement fait de ritualisation stéréotypée. Je vais encore un cran plus loin dans la santé, peut-être qu'il y a des gens qui pourront donner des témoignages, mais une partie d'interprétation de l'autisme est autour de ça. L'idée que certains autistes auraient peut-être leur terminaison nerveuse inflammatoire en permanence et seraient soumis à des afflux sensoriels extraordinairement anxiogènes. Les sons sont agressifs, les lumières sont agressives, les sensations sont terribles dès qu'on les touche. Et donc, ils vont rester dans le même mouvement, avec les mêmes mots et des écholalies. Vont forger un espace de sécurité dans lequel là ça va. Et donc on est autour de cette idée de la patience et ou de l'ennui et de l'imprévu ou de l'exploration. Voilà, donc il y a comme une sorte de paradoxe dans ce que je vous dis. Il faut avoir ritualisé des choses pour pouvoir explorer ailleurs. Et peut-être ce qu'on fait ce soir, de se réunir, de se poser, la vidéo de Raoult le mardi, le CSI du jeudi, le je sais pas quoi, ce sont des rituels qui nous rassurent, qui créent des safe places. Nous sommes des êtres de refrain pour pouvoir aller chanter des couplets. Merci Louis d'apporter cette notion de rituel tellement nécessaire dans nos vies quand elle est utilisée positivement. Effectivement, tu as rappelé des rituels qui peuvent être utilisés négativement, comme le fait d'être accro aux écrans. Nous avons besoin d'intégrer dans nos vies pour trouver justement cet accueil de l'incertitude, de la nouveauté, traverser les moments d'ennui, mais également vérifier que nous sommes bien alignés sur notre axe intérieur, que moi j'appelle souvent notre fil rouge, parce que c'est une image qui est facile à suivre. Retrouver notre fil rouge et retrouver notre boussole. Je recommande des rituels de présence à soi réguliers. Dans Cessez d'être gentil, il y a plus de 20 ans, je proposais déjà 3 minutes, 3 fois par jour, de vraie présence à soi. De vraie présence au premier humain dont j'ai la charge sur cette planète. Et que la vie, l'univers, la grâce, le cosmos ou Dieu, vous appellerez cette dimension comme vous voulez, vous a confié. Et qui est vous?
quelques minutes de présence à cet humain. Empathie, écoute, bienveillance, lien, connexion, accueil inconditionnel, tendresse profonde. Combien de personnes ce soir parmi nous peuvent dire « je vis ça » plusieurs fois par jour? Comment voulez-vous avoir des provisions de tendresse pour la personne qui est en face de vous quand la relation est frictionnante, des provisions d'empathie pour la personne en face de vous alors qu'elle est dans un ton agressif, des provisions de compréhension et d'humanité pour la tragédie qui se passe devant vous et qui est révoltante, si vous n'avez pas travaillé à stocker ça à l'intime de vous régulièrement? Vous allez être démunis. Vous allez déchausser de vos chaussures. Vous allez partir dans l'action-réaction pavlovienne ou reptilienne. Nous avons besoin de développer ces moments-là, ces rituels, exactement avec la même fréquence qu'il y a très peu dans l'histoire de l'humanité. Il y a peut-être une quarantaine ou une cinquantaine d'années, peu après la guerre, tout le monde s'est équipé de salles de bain. Avant, il n'y avait pas de salle de bain dans la plupart des maisons. Ceux qui habitent la campagne le savent. J'habite l'Ardenne belge, il y a 50 ans dans le village où j'habite, il n'y avait pas une ferme qui avait une salle de bain. Il y avait peut-être un lavabo, mais on prenait un bain dans une bassine d'eau chaude le samedi soir, une fois par semaine, pour être propre pour la messe du dimanche. Les rituels ont bien changé. Aujourd'hui, dans le même village où j'ai gardé la maison familiale, toutes les maisons, il n'y a malheureusement plus de ferme, mais toutes les maisons sont équipées de salles de bain confortables. Ça fait partie du standard actuel. Eh bien, nous avons fait un saut sur le plan de l'hygiène physique considérable en quelques années. Louis XVI a pris un bain la veille de son mariage. C'est extraordinaire. Et on a découvert l'hygiène il y a peu de temps. Il y a ce fameux médecin qui a fait connaître le fait qu'il fallait se laver les mains avant de faire accoucher un enfant. Il a été la risée de son hôpital, un Autrichien, j'oublie son nom, tu connais? Semmelweis. Voilà. Et il était la risée, il a dû quitter son poste et il est mort fou tellement, et ça lui paraissait évident, mais les autres médecins disent aucun problème, on va découper des morts et juste après on va faire accoucher des enfants. Enfin, c'est extraordinaire comme nous avons pris du temps à comprendre l'hygiène physique. Et bien sur le plan psychique, nous avons besoin d'instaurer dans nos vies des rituels d'hygiène équivalents. Et j'aime mimer le fait de prendre régulièrement une douche psychique. Et j'ajoute psychospirituel, parce que ces enjeux se touchent, comme sans doute vous vous en doutez. Ouais. Peut-être qu'on en arrive à la question d'une sorte de discipline, d'une pratique. Les gens qui font du yoga savent que c'est une pratique. Et que quand tout va bien, c'est facile de tenir la pratique. Je vais au yoga, je me sens bien, je suis en forme, la thymie est bien régulée. Et puis la vie bascule, des emmerdes arrivent, et bizarrement, c'est la première pratique qui s'en va, alors que c'est peut-être la plus nécessaire. Et la douche intérieure dont tu parles, Thomas, peut être contaminée. Peut-être vous avez déjà vécu d'être avec beaucoup de monde dans la douche, qu'il y ait quasiment votre patron, vos collègues, Mais la douche est trop petite, il ne faut pas les laisser rentrer. La douche, c'est pour vous. Et repensez-y, la prochaine fois que vous prenez une douche, à tous ces gens qui viennent vous parasiter, quoi. Et y compris Olivier Véran parfois, Jean Castex ou d'autres. Mais non, vous n'avez pas à rentrer chez moi. Et là, il y a une pratique, il y a une vraie discipline à faire, et qui est très aidée par le fait d'être à plusieurs. La ritualisation collective est infiniment plus puissante que la ritualisation individuelle. Et je vous donne un exemple, c'est que dans le groupe qu'on a créé de résistance au départ, on s'est réunis tous les lundis. Et personne n'avait envie de louper le lundi. Et on a commencé par faire un temps de centrage. Simplement 2 minutes de centrage méditatif. Je laisse derrière la journée. Et vous savez que ce rituel-là, qui est un peu le début de la méditation pleine conscience, il est enseigné aux étudiants en médecine à Montréal. C'est obligatoire pour eux de l'avoir. Ce n'est pas une lubie d'une dérive sectaire. C'est un cours universitaire à la fac de Montréal. Pas de rôle social, professionnel ou familial à jouer. No role to play. Pas de meilleur endroit où être que ici et maintenant. Nowhere to go. Rien de mieux à faire que d'être ici et maintenant ensemble. Nothing to do. Et à Montréal, il rajoute un petit quelque chose. Une proposition de Thich Nhat Hanh,
Vous savez, ce moine bouddhiste qui a popularisé la méditation en Europe et en France. Et si j'essayais de mettre un demi-sourire sur le visage, juste pour voir ce que ça fait? Est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'y arrive pas aujourd'hui? Et de se ressentir dans les épaules. Ben juste cette petite pratique-là, de 1 minute 30, tout le monde était rafraîchi, avait pris sa douche intérieure, s'était lavé de toutes les saloperies dont on est toxifié toute la journée. Et en plus, on avait une deuxième pratique qui était celle de la météo intérieure. Juste, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de déposer? Tu arrives avec, oh, je suis tendu, stressé, j'ai pas eu le temps, j'ai pris mon train ce matin, je vous le pose là. Puis le fait de le poser, ça y est, je l'ai posé. Ça me pèse plus. J'ai plus à me le traîner toute la soirée avec vous. Le fait de faire ça a fait que nos réunions ont été incroyablement productives. C'est-à-dire qu'on s'est mis à faire pour de vrai, quoi. Je sais pas, vous avez peut-être pas suivi le nombre de bébés qu'il y a eu de tous nos groupes, mais à commencer par moi, je pensais pas être capable de faire des bouquins, des films, c'était pas possible. Et pourtant si. Donc à partir du moment où vous lâchez toutes ces saloperies toxiques qui vous encombrent votre vie, votre capacité à transformer le monde devient bien plus importante. Et là je boucle là-dessus, je finis, ça peut pas être trop long, mais quand vous augmentez votre puissance d'agir sur le monde, vous augmentez votre joie. Et ça, c'est Spinoza qui l'a dit. Pour lui, c'est ça la joie. C'est quand on augmente notre puissance d'agir sur la transformation du monde. Oui, merci beaucoup. Je trouve c'est un merveilleux programme. Mais tout à coup, je sens un petit truc qui grince un peu. La puissance d'agir sur le monde. Où est la toute-puissance? Je n'ai pas entendu le mot toute puissance. La puissance d'agir sur le monde, c'est la puissance du jardinier qui attend le bon moment pour planter sa graine et qui y veille. Quelle puissance de choisir, de collaborer avec la puissance de la vie et d'en être le gardien. Et c'est d'ailleurs l'origine du mot jardinier, c'est le gardien du jardin. Et de faire de la vie un allié, c'est ça qui est puissant. Ce n'est pas la toute-puissance humaine dans l'idée despotique ou tyrannique. C'est l'idée justement de s'allier, comme Louis l'évoque, avec d'autres personnes, de bonne volonté, de cœur, de rassembler les consciences, comme quand on rassemble des allumettes tout ensemble, elles ne font qu'une seule flamme. C'est extrêmement puissant. C'est ce travail-là que nous pouvons apprendre à faire. Et qui tisse du lien profond, qui recrée du nous. Nous avons bâti une société qui est très prise dans un des mécanismes autobloquants que j'ai identifié dans mon dernier livre, s'appelle la culture de la séparation, division, morcellement. Nous avons créé une société qui aime diviser, séparer, cloisonner, étiqueter. C'est l'esprit cartésien qui s'est fourvoyé là, mettre les choses dans des cases et très souvent fonctionner par la pensée binaire, c'est bien ou c'est mal, c'est juste ou c'est pas juste. C'est extrêmement déchirant et contre nature. Beaucoup de souffrances viennent de cette pensée binaire. Dans les formations de communication non violente, on l'identifie dès les 2 premiers jours. J'invite les personnes à voir, est-ce que tu peux voir comme tu es pris dans une pensée binaire? La personne ne l'avait pas vue, tellement c'est habituel. Et elle est déchirée par l'intérieur, mais elle ne s'en rend pas compte, parce qu'elle pensait dans une pensée qui paraît claire, mais qui est par nature divisante. Et donc, nous avons besoin d'apprendre à retrouver le nous. C'est ça que je veux dire. Dans cette société, dans cette culture de la séparation des visions, nous avons fortement créé une société basée par l'éducation compétitive dès l'enfance. Il est temps de revoir significativement les bases de l'éducation. Nous avons créé la compétition, donc tenter d'être le meilleur pour gagner et être l'objet de toutes les louanges. Mais forcément, il y en a quelqu'un qui en pâtit à côté, ou plusieurs qui en pâtissent et qui nourrissent des envies de revanche qui fermentent et qui créent beaucoup de tensions. Nous avons donc créé une société qui est très fort basée sur le je, me, moi, souvent avide, égoïste, accapareur, face à un tu, te, toi, vécu comme hostile, peut-être même menaçant, et nous avons oublié le nous. Et de nouveau, le nous tous.
et pas juste le nous autres de tel parti politique ou de tel quartier ou de tel département dans l'entreprise ou de telle confession religieuse face à vous autres qui forcément êtes dans l'erreur. Là, on refait de la division, de la séparation. Je renomme le nous tous évoqué un peu plus tôt, hein, tous les passagers du vaisseau terrestre. Nous avons besoin de retrouver cette conscience-là, parce que c'est là que nous sommes puissants, quand nous sentons la profonde interconnexion entre tous les règnes, toutes les strates, toutes les manifestations du vivant. Là, nous sommes vraiment portés par la vie. Et la vie nous veut du bien, je le redis, et nous permet d'éclore, comme on le voit au printemps. Après toute la maltraitance qu'on lui apporte, la nature est fidèle au poste. Elle est extraordinairement fidèle. Et bien cette vie, elle est en nous aussi fidèle au poste si nous accueillons son éclosion. Merci, je vais dire un petit mot, après on fera la petite pause, vous savez. Je vous dirai comment on fait. Parce que si on vous fait tous partir, vous ne reviendrez pas. Enfin, donc, on fera une petite pause assise là. J'ai entendu la question de nous, le jeu, de la puissance, et puis la peur de la puissance aussi, ou en tout cas une inquiétude de la toute-puissance. Et ça, je trouve ça très intéressant de s'y intéresser, parce que de commencer à en parler, parce que effectivement, la puissance fait peur. Quelqu'un qui peut transformer le monde, oula, il est dangereux. C'est une des premières choses qu'on m'a dit. Hein. On m'a dit, ce que tu dis, c'est dangereux. Je ne comprenais pas. Ah bon, on parle de non-violence, d'essayer de soigner les gens, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux pour le système, ouais. Ah ouais. Et là, je voudrais vous prendre, pour essayer de boucler sur ce qui a été dit, l'image d'un bœuf de jazz. Imaginez qu'on jouerait Take 5 de Dave Brubeck ou un morceau que vous connaissez, quoi, La Panthère Rose, ce que vous voulez. Le groupe s'est réuni ensemble pour jouer ça. Il a une raison d'être. Nous, c'est ce qu'il veut faire. Et les gens qui vont rentrer dans nous, le groupe, ont envie de faire ça. S'ils veulent jouer du classique ou... non, ce soir, on joue Take 5. Donc, voilà, tu es d'accord avec ce qu'on cherche à faire. Donc, il y a déjà une idée d'une non-inclusion de gens qui ne seraient pas d'accord avec la finalité. Ça, c'est déjà, ça frotte aussi. Et puis ensuite, le groupe lui-même va convoquer des individus, des jeux qui ont travaillé leur instrument. Si je ne sais rien faire, est-ce que je peux venir dans le groupe ? Je suis perdu, moi, pas sûr, parce que peut-être que tu vas foutre en l'air le morceau. Ou alors, il faut qu'on ait prévu dans notre organisation collective que toi, tu tapotes comme ça en faisant le rythme sur le côté, ou on fait taper dans les mains, tranquillou, quoi. Tu pourras peut-être faire ça. Tu participeras à maintenir la cohérence collective, à maintenir le rythme général, mais tu ne pourras pas mettre en danger le collectif. Tu ne vas pas faire de solo, de tapement de main, par exemple. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et donc, ce groupe ensemble, qui a travaillé son instrument, qui sait ce qu'il a envie de faire, va entonner le refrain. Je ne vous le fais pas, hein. Je vous laisse, si vous avez envie, faire La Panthère Rose ou Take 5. Pour être bien sûr, c'est ça qu'on fait. Et ensuite, va convoquer des solos. Toi, individuellement, saxophoniste, toi, guitariste, toi, pianiste, va expérimenter autre chose. Impressionne-nous de ton excursion dans l'imprévu. Et à ce moment-là, le morceau que nous sommes en train de jouer sera à nul autre pareil. Ce ne sera pas le Take 5 de Dave Brubeck, ce ne sera pas le Take 5 qui a été joué là-bas la semaine dernière. Ce sera celui-là, ce soir, parce que tu es là. Et il est donné la chance à jeu d'avoir une puissance créative, d'expérimenter sa possibilité créative, mais dans un nous et dans une cohérence collective. Si je me mets à jouer La Panthère Rose alors qu'on est en train de jouer Take 5, ça ne va pas marcher. Mon solo, il ne va pas marcher. Donc tout le groupe va maintenir la cadence, le rythme, la grille d'accords, pour que je ne me perde pas au passage dans mon solo, pour que je ne sois pas égaré n'importe où, perdu dans la stratosphère. Non, je sais comment revenir à la maison. Je sais. Et d'ailleurs, le soliste, il termine toujours son solo en revenant au thème. Et c'est là que tout le monde l'applaudit. Il est le retour de l'enfant prodigue. Waouh, t'es parti explorer le vaste monde, tu nous ramènes une pépite et tu reviens à la maison. Merci de cet exploit. Voilà, donc c'est l'image que je voudrais prendre pour parler de cette tension entre l'étincelle individuelle et verticale de la puissance et la cohérence collective du nous qui maintient le fait de ne pas aller vers la toute-puissance, mais que cette puissance soit au service du nous. Merci.
Donc désolé pour ceux qui sont jamais allés à un concert de jazz, on trouvera une autre image. Alors on est à 1 heure, est-ce que ça vous dit de faire la pause? Ouais, ça vous va? Ouais. Parce qu'on parle de santé, on parle de profondeur et tout ça, et le corps fait partie de ça. Hein. Donc tous ceux qui auraient envie de bâiller, peut-être de s'étirer tranquillement, je vous invite à le faire, moi je vais le faire en tout cas. Et ma proposition est la suivante. Ah oui, peut-être un petit peu de lumière à la régie, si c'est possible, dans la salle. Voilà, vous êtes plus beau comme ça. Ouais. La proposition est la suivante. Elle est faite souvent dans les cercles restauratifs. C'est l'application de la communication non violente à la question de la justice, où on va faire une séquence d'écoute empathique. L'écoute empathique, c'est quoi? C'est j'écoute l'autre avec tout mon cœur, avec toute ma présence. Je suis là pour lui, pour l'écouter, et rien d'autre. Nothing to do, nowhere to go, no role to play. Juste l'écoute empathique. Et donc, je vais poser une question à l'autre. Qu'est-ce qui te met en joie, toi, vraiment? Puisque c'est le thème de la soirée. Et on va laisser 3 minutes à l'autre pour nous répondre. Et ensuite, on échange les rôles. Donc, je crierai dans le micro au bout de 3 minutes pour vous faire changer les rôles, si vous êtes d'accord. Et vous invite peut-être à prendre votre voisin ou votre voisine. Alors, parfois, j'ai fait une blague qui n'avait pas plu à mon épouse. Si vous prenez votre époux ou votre épouse, pas sûr d'avoir de l'écoute empathique. Mais bon, on peut essayer. C'est l'occasion. Mais parfois, avec un inconnu, bizarrement, on reçoit plus d'écoute empathique qu'avec les gens avec qui on a déjà des rituels déjà très établis. Donc voilà, si c'est OK pour vous de jouer à ça, ça nous donne 6-10 minutes en trou de pause. Et Thomas a le chrono. Top, c'est parti. Je vous invite donc à poser la question à votre voisin. Qu'est-ce qui te met en joie vraiment? Et à l'écouter. Pendant ce temps-là, nous allons collecter vos cartons sur lesquels vous avez posé vos questions que nous allons rendre à nos orateurs. Et Merci. Gaël avait peut-être une proposition musicale?